Perspective de médiation, monsieur, dame, bonjour. Aujourd'hui, avec Samuel Perriard, on va parler de deux disciplines sœurs qui se complètent et qui s'enrichissent mutuellement, la négociation et la médiation. Samuel va nous expliquer pourquoi. Il parle des trois doigts en négociation. Il va nous expliquer le processus de négociation. Il va nous parler des complexités qu'il peut y avoir et comment les surmonter. Et il va surtout nous parler de cette formation très spécialisée qu'il a mis sur pied en matière de négociation. Et il va aussi nous dire qu'il y a un early bird encore, dans quelques jours encore pour s'inscrire à un tarif réduit. Et pour en profiter, il ne faut pas tarder, allez-y voir. On va mettre le lien dans le descriptif en bas. À tout à l'heure. Perspective de médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits, présenté par Gimperly Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci. Bonjour, c'est le podcast Perspective de médiation. Aujourd'hui avec Samuel Perriard qui va nous parler de la négociation, on va la comparer à la médiation et puis surtout il va nous parler de sa formation qu'il a mis en place. Mais avant tout ça, Samuel, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui est Samuel Perriard? Volontiers, merci Pascal. Alors, je suis médiateur depuis plus de 20 ans. J'ai également un cursus de négociateur puisque j'ai participé à des négociations où les parties devaient renégocier une CCT, la renouveler, ou bien évidemment dans certains aspects de partage de patrimoine ou de contrat de travail ou au contraire de fin de parcours professionnel avec la rupture d'un contrat de travail. Ça, c'est un peu par rapport au domaine de la négociation, mais au demeurant, eh bien, je fais du parapente. Ah, wow. J'aime aussi faire de l'alpinisme et maintenant, j'aime mettre les deux ensemble. Donc, je fais souvent du paralpinisme. Et puis sinon, je suis père de famille avec 4 enfants. Ils sont tous majeurs, mais la période de l'adolescence m'a permis aussi de me rappeler qu'en fait, on négocie aussi beaucoup en famille, que ce soit les horaires de sortie, les Qui te prochaines le dit? vacances ou j'en passe. Donc, voilà un petit peu mon bio express. Ah, qui te le dit? Donc, en fait, tu fais la parachute et puis tu atterris sur les skis pour un peu comme James Bond, hein, c'est ça? C'est ça, si je peux, je fais à ski ou même avec parfois les bonnes chaussures, voir des crampons, ça c'est plus délicat pour l'atterrissage, c'est un peu plus brusque, donc il faut prévoir un bel atterrissage en douceur, Ah, et ce qui est j'imagine. toujours le cas évidemment quand on a des crampons aux pieds, sinon les chevilles elles cassent. Ah, C'est ouais. d'ailleurs un parallèle aussi très important pour la négociation, puisqu'on sait que les phases de médiation et de négociation, c'est souvent un petit peu le démarrage qui mérite Hmm. d'être extrêmement peaufiné. Et puis évidemment, la conclusion sur, si possible, un accord, ou du Hmm. moins un accord sur le désaccord, s'il faut en arriver là. Ouais, c'est juste. Donc, quand la confiance est établie et puis quand on approfondit après, vers la fin, parfois, ça va tout seul, hein, Si on a bien démarré, comme le dit Fiutak en médiation, 70%, c'est que les gens puissent dialoguer et poser leurs intérêts. Hmm. Après, il reste 30% pour trouver des options et conclure. Je pense que la parallèle est tout aussi vrai en négociation. Hmm. Donc, ça, c'est déjà une similarité hein, entre la médiation et la négociation. Est-ce qu'il y en a d'autres ou quelqu'un qui connaît la médiation ou connaît peu la médiation, par exemple? On peut dire que c'est carrément la même chose, c'est juste la constellation qui change. On n'est pas une personne tierce entre deux. Et tout le reste, c'est la même chose ou pas du tout? Ou comment? Alors, oui, il y a des similitudes. Il y a effectivement ce démarrage et cette fin qui sont un peu proportionnelles aussi bien importantes et délicates, mais aussi un petit peu dans leurs proportions. Il y a aussi évidemment une autre similitude, puisque un des modèles de médiation qui est souvent utilisé, donc la roue de Futak, elle a été inspirée par Oury et Fischer, qui sont eux Hmm. des négociateurs de Harvard. Et donc la roue est un peu la même idée, hein, c'est prendre du recul sur la réalité, faire un peu d'abstraction, de recherche d'intérêt. En négociation, on parlera plutôt d'intérêt, en médiation plutôt de besoin. Des différences, mais qui se rapprochent Hmm. aussi de similitudes. Et puis, quand on cherchera des options, eh bien, en médiation, il y aura aussi bien qu'en négociation, la recherche des options. Et puis, l'accordage, qui là aussi est la même phase, mais en négociation, on finit aussi, c'est souvent les négociateurs qui terminent l'accordage.
Et parfois, en médiation, c'est un accord selon sa tenue qui est validé par les tribunaux ou qui est fait par un juriste et pas forcément le médiateur. Donc là, il y a des petites différences, mais souvent, c'est quand même plutôt des similitudes entre les deux grands processus. Et puis, tu as entièrement raison, la médiation, il y a vraiment l'intervention d'un tiers. On aide normalement deux personnes, on va dire, à négocier et à sortir leurs besoins. Les négociateurs, il y a rarement un tiers. Ça arrive, un tiers négociateur, ou alors deux négociateurs qui représentent leur parti. On appellerait ça des agents de négociation, mais qui ne sont pas des tiers, qui sont des intervenants supplémentaires qui amènerait, s'il y a deux parties, à avoir quatre parties. C'est très rare. Ça m'est arrivé une fois d'être négociateur pour deux, mais j'avais l'impression d'être médiateur. Donc, voilà, Ah c'est oui. une version tertiaire plutôt de médiation, alors que la négociation, elle est plutôt deux, voire quatre. Soit on travaille comme agent de négociation, soit on est négociateur soi-même, on va dire, pour ses propres intérêts. Donc, on peut dire que c'est très proche de la, comment on appelle ça, le modèle avec les avocats négociateurs. Euh, ah. Euh, Le tu droit vois, collaboratif le droit collaboratif, voilà. Donc, Oui, oui, alors il y a cette similitude des négociateurs qui effectivement sont souvent des avocats et qui font du droit collaboratif. Il y a cette idée-là. Peut-être ce qu'il y a de vraiment différent dans la négociation, c'est que la négociation en tant que telle, c'est un processus qui n'est pas structuré. C'est-à-dire, ah. le droit collaboratif, il y a vraiment des étapes. Hmm. On commence, il y a la détermination des intérêts, il y a des propositions, il y a une conclusion. Enfin, ça va par étapes. On va dire que c'est propre aussi un peu à ce monde juridique où c'est même une procédure. Les étapes sont clairement déterminées. On ne passe pas à la suivante sans que la précédente soit accomplie. En négociation, c'est plutôt un processus et même parfois, il n'y a pas de phase. Les négociateurs, ils vont un petit peu, on va dire par une expression un peu vulgaire, mais ils y vont par là où je te pousse. Donc, il y en a qui commencent très agressifs, d'autres qui commencent à dire avant qu'on parle du contenu, parlons de comment on va parler de ce contenu. Donc, en fait, la négociation est un processus qui est totalement informel et pas structuré. D'où l'idée qu'une des formations dont on va peut-être parler tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que le négociateur, même si c'est informel, il faut qu'il ait cette très grande conscience que le processus est tout aussi important que l'objet qu'on négocie. Et donc, il faut qu'il prenne le temps de pré-négocier avec son collègue pour dire est-ce qu'on est d'accord de négocier, de d'abord avoir une phase où on s'explique nos intérêts, une autre phase où on cherchera quels sont les intérêts qui peuvent être combinés pour augmenter le plus de valeur à l'ensemble du package qu'on se partagera ensuite et finalement dans une dernière partie. Donc, il y a tout cet aspect de pré-négociation, de définition aussi des lieux où on négocie, des interprètes éventuels, des présences d'experts, etc. Quelque part, ce qui n'est pas toujours évident, c'est cet aspect processuel et sur lequel la formation qu'on a mis en place ça sera très vigilante, c'est-à-dire d'avoir un processus qui est informel, mais qu'il faut un petit peu structurer au risque de tomber sur des rapports de pouvoir ou de relations dominant-dominé, etc., qui n'est pas le but d'une négociation où on a deux parties satisfaites à la fin. Ouais. Ouais, c'est en médiation, on a les 5 phases habituelles, là où il y en a 3 ou d'autres, mais souvent c'est le modèle des 5 phases. Et puis au début, quand on débute en tant que médiateur, ça aide beaucoup. On peut s'accrocher au processus pour avoir un peu plus de certitude dans ce qu'on fait. Puis après, avec le temps, ben voilà, parfois peut-être on fait un peu plus une phase où ça inverse parfois un petit peu, parce qu'on a le développement personnel qui fait qu'on devient plus souple par rapport au processus. Et c'est ce que j'entends chez toi pour la négociation, c'est aussi très, très important. Donc, tout ce qui est, c'est pour ça la formation est importante pour être à niveau sur le plan du savoir-être et d'avoir une certaine flexibilité par rapport à ce qui se passe à la table de négociation. Et une grosse aussi similitude entre la médiation et la négociation qu'il faut aussi travailler, c'est le fait qu'on va travailler toujours sur 3 niveaux. Je vais le signifier comme ça puisqu'on voit à la caméra. Voilà. Oui, on va. C'est le niveau du problème à traiter que je mets toujours en sandwich là, selon mes doigts.
Parce que le problème à traiter, eh bien, par exemple, quand c'est des avocats qui font de la médiation, ils sont très avisés sur le problème à traiter, ils ont une grille de lecture jusqu'où on peut juridiquement, etc. Mais le problème à traiter en négociation ou en médiation, c'est le fait aussi qu'on l'insère dans un processus. Et là, effectivement, comme tu le dis, le médiateur va aider à canaliser un processus. On ne va pas aller trop vite, on va accélérer, on va attendre d'avoir tous les besoins sur la table avant de commencer à chercher un accord possible. Et puis, il y a une question aussi qui est peu évoquée, en tout cas à ma connaissance, en médiation et en négociation, c'est la question des personnes. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont rapides, il y a des personnes qui ont une façon de penser solution, d'autres qui sont plus dans l'analytique, d'autres dans le projectif, d'autres imaginatif. Et puis, on ne parlera pas des personnes qui ont un trait de caractère compliqué, les histrioniques, les paranoïas, etc., qui en médiation, en négociation, vont poser des difficultés, soit à l'autre partie, soit au tiers que sera le médiateur. Donc, autant le problème est important, autant l'aspect des personnes et de leurs relations que de l'aspect du processus utilisé pour gérer ce contenu, c'est vraiment trois choses qu'on va retrouver en similitude dans les deux grands processus et qu'on va retrouver aussi dans les méthodes alternatives de résolution de conflits comme le droit collaboratif ou d'autres processus moins connus. Est-ce qu'en négociation, on fait des propositions de solutions? Oui, alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans la négociation, on va faire des propositions. Par contre, il y a des techniques là qui sont utilisées par certains négociateurs et d'autres qui ne les connaissent pas. C'est des techniques qui sont plutôt des techniques qui sont rangées dans des différentes, on va dire, deux obédiences de négociation, les négociations distributives et les négociations intégratives. Donc, les négociations distributives, elles sont assez compréhensibles. Si on distribue, croyant qu'on a un gâteau à partager en deux, donc tout ce que je gagne, l'autre ne le gagne pas, et inversement, c'est un peu tirer la couverture à soi, hein, c'est ce jeu-là. Et Le jeu à somme zéro, hein, le ouais, c'est zero-sum ça. game. Et parfois, quand par exemple on dit les intérêts sont exclusifs, eh ben, on est un peu obligé de faire ce genre de négociation. Et il faut connaître un nombre de techniques importants, il faut montrer son rapport de pouvoir, il faut montrer que les enjeux sont en notre faveur, etc. Il y a des questions de cadrage. Donc, il y a pas mal de techniques liées à ce genre de situation. Et puis, il y a un autre paquet de techniques qui sont très utiles, notamment aux médiateurs, parce qu'ils pourraient les réutiliser en médiation. C'est les outils qui sont liés à la négociation intégrative. C'est-à-dire, d'abord, on agrandit le gâteau, on regarde s'il n'y a pas autre chose que le gâteau à partager, on va chercher dans les enjeux, on va chercher dans est-ce que la relation entre les parties doit durer à moyen terme, à long terme? Est-ce qu'après la résolution du conflit ou de l'objet de négociation, est-ce qu'on va arrêter d'être en relation? Donc, c'est pas mal d'éléments. Si on les cherche, si on les limite, on les définit, alors à ce moment-là, la négociation intégrative a toute sa valeur et les accords seront à chercher avec pas mal d'options. C'est là que c'est intéressant d'utiliser les outils de négociation en médiation, parce que souvent, on regarde le conflit, mais on oublie de regarder tout ce qu'il y a à côté quand on est en médiation. En négociation, c'est un peu moins tendu, quoique. Et donc, on a le temps de chercher un peu ces aspects-là, parce qu'en plus, les contrats, parfois, en négociation, les contrats ont des enjeux énormes, quoi. Ça peut être plusieurs parties, des enjeux financiers, des enjeux écologiques qui sont très importants. Au niveau du setting, on imagine comment? C'est que chaque partie vient avec son négociateur et puis en fait, on discute à quatre et puis à un certain moment, peut-être le négociateur entre eux se retire ou pas, ou enfin, comment on pratique? Il y a quatre Oui, chaises ou comment? Ouais. non, alors c'est quatre chaises, exactement. Et puis, le négociateur qui, à ce moment-là, travaille comme agent de négociation doit être très attentif. Il a un jeu assez délicat, il doit être toujours près de son client, de son mandant, mais en même temps, il doit s'ouvrir à l'autre. Et C'est ça, ça. c'est assez délicat parce que son mandant, on se dit, mais pourquoi il est trop sympa avec l'autre partie? Donc, c'est des choses qu'il faut réguler avant ou pendant, mais il y a tout un aspect de délégation qui est très important à évoquer entre le mandant et le négociateur. Mais ça fait un sitting effectivement à quatre personnes.
Et puis après, il y a aussi des questions à réguler de à quel moment c'est le mandant qui décide ou à quel moment c'est le délégué qui peut décider à la place du mandant parce que la marge de manœuvre est clairement définie. Mais ça, c'est des choses aussi qui sont importantes, mais qu'on verra dans une deuxième partie. C'est un peu ces aspects d'agent de négociation délégué, qui est une gageure importante. Alors, avant d'encore parler plus profondément de la formation, qu'est-ce que tu peux nous dire les trois clés pour réussir une négociation? Alors, les trois clés de la négociation, elles sont… la première clé, je vais dire, ce serait de commencer vraiment une négociation en pré-négociant. C'est-à-dire de fixer un cadre, puisque le processus est très informel, mais c'est de vérifier que la personne en face est décisionnaire, de vérifier combien de temps on se donne, une séance, trois séances, dans quelle langue on va parler, puis est-ce qu'on est d'accord d'abord d'expliquer les raisons, les enjeux qui nous amènent à négocier, ensuite clairement déterminer les intérêts majeurs, puis ensuite d'aller vers une phase optionnelle où on essaye de trouver des options à valeur ajoutée mutuelle avant d'arriver à l'accord et d'éviter d'aller un peu trop vite ou aller d'une phase, revenir en arrière, ce qui fait des phénomènes parfois un peu complexes et où il y a beaucoup de techniques de bluff, de rapports de force qui sont pas très intéressantes, mais qui sont quand même vraiment là. Hein. J'ai souvenir d'une situation de négociation entre un syndicat et un patronat, et franchement, on n'avait pas pris le temps de purger le passé et les négociations qui avaient eu lieu 6 ans avant sur une autre affaire, elles sont ressorties là et elles ont bloqué pendant ouais, c'était 4 ou 5 semaines la négociation pour l'affaire qu'on était en train de traiter. Donc, quelque part, prendre le temps de purger, d'avancer tranquillement, de vérifier qu'on assainit la négociation et surtout qu'on l'élargit pour pouvoir vraiment traiter avec une partie qui devient partenaire plutôt qu'une partie qu'on va essayer d'écraser. Donc, ça, c'est selon la posture, l'obédience qu'on a de la négociation. Donc, ça, c'est une clé. La deuxième clé qui serait vraiment importante en négociation, c'est de faire vraiment la différence entre les positions et les intérêts. Très souvent, les choses sont présentées en termes d'exigence, de position, c'est assez bloqué. Et comment découvrir ce qu'il y a derrière en posant des questions. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre demande? Quel but vous aurez atteint si ce que vous exigez de nous, vous l'obtenez? Donc, toutes des questions assez subtiles qui permettent de trouver les intérêts. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, je crois que la troisième clé qui est vraiment très importante, c'est qu'on négocie avec une personne et donc de prendre le temps de découvrir la personne, sa représentation du monde, sa représentation de l'objet qui est négocié, ses valeurs, sa logique. Vraiment prendre ce temps pour ouvrir sur la personne parce qu'on négocie très rarement seulement un objet de négociation, on négocie avec une personne sur un objet. Donc, cette capacité à faire des liens est très importante. Ce qu'on verra d'ailleurs dans la formation, puisqu'on aura des webinaires sur la négociation de crise, ou même avec des terroristes, des preneurs d'otages, il va falloir trouver l'humain derrière celui qui, à première vue, est quelqu'un d'irascible et avec qui on ne peut pas discuter. Donc, comment trouver l'être humain là derrière, c'est le défi de ces négociations d'urgence ou de crise. Parce que finalement, c'est toujours avec son ennemi qu'il faut faire de la paix. Bien. C'est exactement ça. Mandela disait très justement, il disait quand vous êtes dans une table de négociation, mettez celui avec qui c'est plus difficile tout près de vous, quoi. Il a utilisé les mots, mettez votre ennemi à votre droite. Donc, c'est vraiment ce côté-là d'ouverture. Puis on le sait, Mandela, 27 ans de prison, même dans ses pires moments, il disait, je pense que le gardien, même celui qui m'a frappé hier, il doit avoir une famille, donc il doit avoir une sensibilité d'être humain. On a beaucoup à apprendre. C'est très humain. Et donc, tout ça, on peut l'apprendre chez vous dans la formation. Tu veux nous parler un peu plus? Oui, alors on a formulé, d'abord on s'est dit qu'on mettait l'accent, c'est ces fameux deux aspects, donc le processus et les personnes. L'objet central qui peut être une négociation commerciale, une négociation diplomatique, une négociation liée au contrat de travail ou j'en passe, il est un peu secondaire. On a voulu le mettre un petit peu en second plan
pour que les négociateurs ou ceux qui viendront de la médiation et qui deviendront plus aguerris à la négociation puissent sentir que travailler des personnes très différentes, des logiques très différentes, et puis travailler sur des processus plus ou moins formels, plus ou moins clarifiés, plus ou moins canalisés et balisés, que ces deux aspects soient vraiment importants. Donc, on a prévu une première partie de 8 jours qui va donner les outils du négociateur qui négocie en direct. Ça donnera la possibilité à beaucoup de commerciaux, de diplomates ou même d'avocats qui vont voir leurs collègues avocats de négocier en direct. Et puis la deuxième partie accentuera sur la négociation comme agent de négociation, plus d'autres aspects aussi vraiment importants dans cette deuxième partie. Ce sera les aspects de technique, de négociation navette, de négociation de crise. Là, on ira beaucoup plus loin. Négociation avec des personnalités extrêmement compliquées, les histrioniques, des personnalités qui parfois qu'on ne voit pas beaucoup, mais dont on pressent les choses dans la normalité, mais que des fois, là, il faut aller chercher plus loin. Et puis, les 2 modules de chaque fois 8 jours iront de manière progressive, c'est-à-dire qu'autant il y aura les fondamentaux dans la première partie et autant dans la deuxième, on abordera des choses beaucoup plus fines. À noter aussi que la formation c'est pas une formation à la négociation, c'est une formation pour devenir négociateur. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que les personnes qui vont venir font de la négociation, mais qu'on va aller les chercher, les accompagner, les pousser, parfois les challenger, puisqu'il y aura beaucoup de situations pratiques avec caméra, pour qu'en fait, ils comprennent les mécanismes que parfois ils n'ont pas dans l'aspect processuel ou personne, ces fameux 2 aspects qui sont parfois peu travaillés dans d'autres formations, comme les formations à la médiation, où on reste sur des choses génériques. Donc ça, c'est aussi des choses importantes. Les gens seront des négociateurs. Première partie, certificat de négociateur synergique, dans l'idée synergique, parce qu'on veut que les parties soient plus satisfaites d'avoir pris le temps de négocier que s'ils avaient simplement coupé la poire en 2. Ah, c'est beau. J'allais poser la question sur le mot synergie. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le 1 plus 1 égale 3. Ouais. Et puis aussi dans la deuxième partie, le fait que les gens seront négociateurs avec un master et un certificat de négociateur accrédité aussi IPROMED, puisque l'Institut de formation s'appelle IPROMED, Institut professionnel de médiation, de négociation et de facilitation, pour que les gens aient quand même un nouveau rôle, par exemple d'être agent de négociation pour 2 parties ou pour une des parties en ayant leur alter ego pour l'autre partie. Ouais. Et puis j'ai vu que vous avez des formateurs très, très qualifiés. Oui, effectivement. D'abord, on aura en tout cas les 4 formateurs de base que sont Kevin Fitzgerald, qui a travaillé pendant environ une trentaine d'années comme dirigeant de plusieurs entreprises commerciales, donc il connaît très bien, et puis qui a reçu un prix du gouvernement anglais puisqu'il a été négociateur pour le gouvernement anglais aux affaires étrangères, notamment pour il y a du boulot, il y a du boulot. Diplomatiques, il y a du boulot. Là, ça, c'est une grosse pointure. On a 2 avocates, Sandrine Chavaza et Laurence Weber, qui travaillent aussi comme avocate et comme médiatrice. Et puis, on aura aussi Birgit, qui est la responsable, présidente de la Fédération suisse des avocats, donc qui a quand même aussi énormément. Et puis, d'autres intervenants tout aussi spécialisés parfois, notamment par exemple Alessandro Brenci qui lui travaille beaucoup ou commence à travailler, on va dire, sur les questions de prise d'otage et qui comprend bien les mécanismes aussi où il faut aller chercher aussi la question de la personne et pas seulement le contenu. Bref, on a aussi d'autres palpables qui sont là, dont une grande responsable qui travaille pour l'ONU pour des négociations informelles, notamment sur les questions nucléaires dans le monde. Mais je ne veux pas trop en dire, ni dire son nom, puisque son intervention n'est pas encore définitive et confirmée. On le souhaite que ça se passe. Super. Est-ce quelqu'un qui veut savoir un peu plus ou qui s'intéresse, comment faire? Je mettrai les liens en bas dans le descriptif. Je te remercie, Pascal. Le lien le plus facile, évidemment, c'est soit nous appeler au 022 774 0710. Ça, c'est le lien, 022 774 0710. C'est de mettre sur Google IPROMED, IPROMED, parce que c'est l'Institut professionnel de médiation, négociation et facilitation. Ça
Et on trouve là le descriptif de la formation in extenso, donc avec les détails, les dates, qui permettent de dire la première partie, ce sera le premier semestre 2023, ça commence en janvier, puis la deuxième partie de la formation sera en automne. À noter aussi que c'est vraiment une formation qui est faite pour des professionnels, vraiment des professionnels, on ne va pas dire aguerris, mais en tout cas des professionnels qui pratiquent, que ce soit des médiateurs, des avocats, des commerciaux, des diplomates, des policiers, des élus politiques, donc vraiment des gens qui font de la négociation, parfois sans vraiment le savoir, et qui doivent affiner ces compétences assez délicates entre s'affirmer, se protéger des coups bas, hein, parce que la négociation, ce n'est pas seulement des choses gentilles, il y a des fois des sales coups, enfin, on essaie de tester, hein, il y a des questions d'assertivité, mais aussi d'agression, c'est un peu toutes ces questions entre coopération et concurrence. Et puis, c'est vraiment des gens qui ont besoin de ça. On a notamment aussi même quelques prospects qui nous demandent, notamment pour les négociateurs de la police, qui voudraient peut-être aussi travailler, puisqu'ils doivent travailler avec des gens dans la rue ou parfois travailler avec des gens qui font des manifestations. Et là aussi, il y a de la négociation. Et puisque ça commence en janvier, il ne faut pas trop tarder, puis ça fait même un joli cadeau de Noël pour quelqu'un qui offre ça. Exactement, ça fait un petit cadeau de Noël. D'ailleurs, on y a pensé, on fait un Easy Bird, donc on fait le fait que si les gens s'inscrivent rapidement d'ici la fin du mois de novembre, il y aura 10% de remise, parce qu'on pense que comme ça permettra aux gens de se dire, allez, cadeau de Noël, je m'inscris ou j'inscris à un collègue. C'est ça. Super, écoute, merci beaucoup, c'est très instructif, je te remercie. J'ai beaucoup appris et ça fait plaisir. Belle formation et puis c'est intéressant d'apprendre sur différentes méthodes, différentes manières de voir avec vos 3 couches. Là, ceci, je pense que ça montre vraiment la qualité de la réflexion et de comment vous mettez ça en place. Très intéressant. Je te remercie, Pascal. Et puis moi, je te remercie aussi, ainsi que ton entreprise, pour l'idée de montrer aux gens que quand ils sont en conflit, on peut trouver des solutions et qu'il faut surtout dialoguer. Hein, cette importance du dialogue qui fait qu'aujourd'hui aussi, on est dans un webinaire qu'on partage et qu'on va diffuser, parce que je pense que cette notion par ton métier, c'est très important. Je sais aussi que tu fais des médiations qui ne sont pas seulement en Suisse, où tu développes des choses aussi dans d'autres pays. Alors, moi, je voudrais aussi te remercier et te féliciter. C'est gentil, merci beaucoup. Bien, super. À très bientôt, Samuel. Merci, Pascal. Ça me fait plaisir. Et au plaisir. Et puis, pour tous ceux qui écoutent encore cette vidéo, n'hésitez pas à nous appeler, à vous inscrire vite, à nous demander des renseignements pour compléter ça. Et pour cela, googlisez, marquez IPROMED, ce sera facile. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci.